À chacun, merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin en stage de préparation en terre marocaine depuis quelques jours. Les amateurs leur rêve féminin de leur catégorie, elles s'apprêtent à entrer en double confrontation avec leurs homologues de l'Égypte les 6 et 13 février 2026 dans le cadre du troisième et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Offrit au Bénin sa toute première apparition sur la scène mondiale féminine chez les juniors. Et bien ce soir sur Canal Sport, on fera un gros plan sur la préparation de la bande Abdullah Ouzerou en prélude à cette échéance où elles seront, il faut le dire, 24 à défendre les couleurs nationales. Et d'une sélection à une autre, on va changer de discipline pour faire le bilan de la participation des Guépards handballeurs à la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Hommes à Kigali au Rwanda où la sélection nationale à 13e place au classement général pour son retour sur la scène africaine. Après 30 années d'absence pour le faire, on aura en direct depuis la France Basile Pinto, le sélectionneur national avec qui on fera également une projection perspective en vue. Un autre sujet revient aussi sur le plateau de Canal Sport ce soir. Les sanctions infligées par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football suite aux événements de la finale de la CAN Maroc 2025 qui a opposé le Sénégal au Maroc. La fête du football ainsi que des joueurs et l'entraîneur des Lions de la Teranga du Sénégal. On fera un regard croisé sur ces différentes sanctions avec mes consultants de ce soir, Kevin Bionda Silva, chroniqueur sportif et Prosper Vondianko, journaliste sportif à KPFM. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous. Allez, on est ensemble pour 52 bonnes minutes et pour ce soir, on démarre par notre rubrique Grand Angle. Depuis la France, le sélectionneur des Guépards handballeurs du Bénin, Basile Pinto. Coach, bonsoir. Allez, après 3 décennies d'absence, la sélection nationale de handball est réapparue une nouvelle fois sur la scène continentale dans, il faut le dire, dans la capitale de la compétition. Elle a fait face à une concurrence de taille face à des nations redoutables. Que retient-on au lendemain de cette compétition? Ce qu'on va retenir, il y a plusieurs choses qu'on va retenir. Déjà, la première, c'est cette montée en puissance que cette sélection a pu mettre en place et tout au long de la compétition. Donc ça, c'est un gros point positif. Et puis après, il y avait un deuxième pari, c'était de pouvoir mettre les binationaux et les joueurs locaux en faire une sélection compétitive. Chose qu'on a réussi à faire en très peu de temps. Allez, parlez-nous, vous avez commencé par l'évoquer de ces binationaux, parlez-nous de la contribution de la Légion étrangère à cette participation du Bénin pour le compte de cette 27e CAN de handball au Rwanda, pardon. On a fait le choix de au-delà de la binationalité, il y a aussi un autre problème qui peut se poser par moment, c'est des cultures un peu différentes. Et pour le coup, ça a été une vraie richesse pour cette sélection, parce que ça a été un vrai atout. On a eu une osmose dans l'équipe qui était juste incroyable, dès la première minute où ils se sont rencontrés. Et s'ils m'écoutent, je vais les remercier encore, parce que le travail a été très bien fait, et ça a été plus vite dans les messages à faire passer et dans la compréhension en plastique, puisqu'ils étaient tous dans le même mood, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller chercher impérativement cette première victoire qui est arrivée un peu tardivement, mais qui est arrivée quand même. Oui. On aura disputé au total 7 matchs dans cette compétition, il faut le dire, pour 2 victoires seulement, 1 nul et 4 revers, 4 défaites pour ainsi parler, dont 3 en phase de groupe. Coach, pour tout résumer, on va dire simplement des débuts compliqués et une fin heureuse.
Absolument. Début compliqué contre le Maroc, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc, c'est une sélection qui est jamais très loin d'être qualifiée au mondial, au championnat du monde. Et c'est une sélection qui, à chaque trêve et achève durant l'année, ils font des regroupements, ils se préparent à cette compétition. Donc, c'était d'autant plus dur parce qu'on n'a pas pu en plus se préparer. Il n'y a pas eu de match amicaux mis en place, donc c'était une vraie découverte dès le premier match. Il manquait plein d'ingrédients pour pouvoir réussir ce premier match. On a travaillé avec le staff, donc, et je les remercie aussi en direct s'ils m'écoutent, parce que ça a été fait d'une main de chef. Ils ont toujours été à l'écoute, ils ont toujours été dans le fait de faire avancer cette sélection, peu importe l'heure à laquelle le soir. Le staff est aussi un grand atout pour le Bénin. Oui, et sur les 3 derniers matchs, on note consécutive. Quelle a donc été la stratégie qui a permis à l'équipe béninoise d'exister sur ces 3 dernières sorties dans la compétition? La stratégie, ça a été de s'occuper plutôt de la sélection plutôt que des adversaires. On a vite compris qu'il fallait évidemment analyser un petit peu l'adversaire, mais surtout se préoccuper de nous-mêmes et un petit peu moins des autres pour pouvoir... Chose qu'on a réussi à faire. Je pense que ça, c'était notre match référence, parce que faut pas oublier que le Congo, moi je connais tous les joueurs qui évoluent dans cette sélection, et il y a beaucoup de joueurs professionnels. Ouais. Donc, ce qui n'était pas le cas chez nous. Allez, pour le retour du Bénin, oui, pour le retour du Bénin à la CAN 30 ans après, on retient donc une période d'apprentissage, on va le dire comme ça. Quels sont donc aujourd'hui les enseignements que vous tirez en tant que patron de l'encadrement technique de cette participation du Bénin à cette Coupe d'Afrique des Nations du handball? L'enseignement de cette compétition, c'est qu'on va retenir le parcours, la montée en puissance. Ouais. Ça veut dire que cette sélection a forcément de beaux jours devant elle, à condition de travailler. Et ce qui va être mis en place avec l'aide du ministre, on va pouvoir faire des regroupements. Cette année, il y en a un qui est prévu au mois de juin, notamment en France, pour pouvoir continuer dans la continuité de ce qui s'est passé à Kigali. Et de faire travailler aussi les joueurs pour ne pas les perdre trop de vue. Quand tu regardes donc de ces enseignements, quelles sont aujourd'hui les perspectives d'avenir au regard donc de ces qui sont prévus justement avec l'accompagnement du ministère, entendu l'égide de la Fédération béninoise de handball? La compétition qui va nous attendre, c'est celle qui sera au Caire en Égypte l'année prochaine, en 2027. Les Jeux où ça sera une vraie répétition classe continue. Montrer un petit peu, voir où on en est. On aura fait, parce qu'il y en a un qui sera prévu en juin et un autre en octobre. Plus la préparation des Jeux africains, donc ça fait quand même 3 regroupements. C'est ça la prochaine échéance. Et puis par la suite, il y aura une préparation qui va être faite pour la CAN 2028, où là, on va devoir continuer de monter en puissance pour... que vivement pour les prochaines sorties de la sélection nationale sur la scène africaine, que les Guépards défendent vaillamment et portent encore plus haut les couleurs nationales. Coach Basile Pinto, un mot pour boucler cet entretien. Moi, je suis très 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 content de mes garçons sur la compétition qu'ils ont fait, la mise en disposition qu'ils ont fait auprès du staff technique. Je suis très content de la délégation. Donc, je vais remercier aussi notre trésorier général, notre organisateur Mousse, et évidemment sans oublier, parce que c'est quand même une pièce la plus importante de la fédération, qui est notre président Sikou Karimou, qui fait un travail remarquable pour le développement du handball béninois. Oui, allez, merci à vous, coach, d'avoir participé à cette émission depuis la France. Bonne soirée à vous et surtout bonne suite à vos poulains pour les autres échéances à venir. Tout à Cotonou, Prosper, on va dire carrément une participation d'apprentissage pour les Guépards handballeurs à cette 27e édition de la... Ouais, c'est un apprentissage, comme on le dit chez nous de façon traditionnelle. Vous ne pouvez pas quitter votre sommeil et venir partager ça à pas égal avec les autres, ça n'existe pas. Donc,
on est revenu 30 ans après dans une compétition. Vous n'allez pas voir ça, hein? Venir faire une performance insincère, venir casser toutes les codes, aller à plusieurs étapes, ça n'existe pas souvent. Parce que les autres sont régulièrement là, les autres ont beaucoup appris, les autres ont pu transformer leurs échecs en expérience pour pouvoir grandir, mais nous, on ne l'a plus fait depuis 30 ans. Donc, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je savais que ça va être un apprentissage. Je savais que ça allait être même ce que, pour moi, un peu d'effort pour moi. Je m'attendais à plus dur que ça. Ouais. Mais ce que j'ai vu a montré que, bon, on a tout au moins travaillé à travers nos championnats, aux compétitions de la sous-région et du continent. Des différentes sélections de catégories d'âge. Absolument. Les enfants ont pu montrer jusqu'à... Donc, il y a un travail qui est fait pendant ces 30 ans pour... Et ça s'est vu par... dur à un apprentissage plus serré que ça. Pour en Afrique, c'est la constance. On n'arrive pas à rester constante. On revient, on disparaît, on revient, on disparaît. C'est ça qui est un peu difficile et c'est le travail à faire. J'ai entendu les perspectives, les regroupements. Des regroupements. Parce que la sélection que moi j'ai observée du côté de Kigali, il y a beaucoup de joueurs âgés dedans. Ouais. Est-ce que la base, quand on prépare la relève, il ne sert à rien de faire des regroupements. C'est vrai, c'est une bonne initiative. Ce sont des projets. Il faut saluer le ministère pour tous ces efforts. Le fait de confronter des joueurs à d'autres réalités, c'est déjà énorme. Mais ça ne suffit pas. Il faut poser les bases. Il faut faire en sorte que l'avenir soit plus rassuré avec des jeunes qui vont remplacer ceux qui sont là actuellement. Même au niveau international, l'appel aux binationaux, c'est tout un ensemble de choses. On a déjà commencé, c'est déjà bien. C'est pourquoi je salue les dirigeants qui sont là actuellement, avec l'implication du ministère à tous les niveaux, c'est déjà bien. Mais il faut aller pour qu'on soit plus régulier dans la participation aux compétitions et qu'on arrive maintenant à transformer nos échecs en expérience de qualité et grandir avec. Formation de talent, la base, il n'en manque pas à la Fédération Béninoise de handball. On a vu beaucoup de sélections de catégories de handball participer à plusieurs compétitions. Il y a même une académie qui serait en train de... L'académie de Nantes qui va... On est sur le bon chemin, selon moi. C'est ça. Kevin, on va dire, après des revers au début compliqué, l'équipe s'en est bien sortie vers la fin. Une fin plus ou moins convaincante, il faut le dire, combler les attentes. Convaincante, oui, insuffisante, je ne dirais pas tout de suite insuffisante, parce qu'après, quand vous avez une équipe un peu plus, qui sont clairs devant la vision et qui sont quand même conscients de ce qu'ils ont en face comme équipe. Déjà dès le départ, qui se sont fixés des objectifs un peu plus bas, des objectifs clairs, mesurables. Je pense que c'est déjà un très bon départ. On sait qu'on va porter pour ramener le trophée, mais on sait quand même qu'on va à la CAN avec des lacunes. Donc à partir de ce moment, on prend conscience de ses faiblesses. À partir de cela, on marche là-dessus. Et quand vous regardez un peu sur une équipe qui n'a pas forcément très voilà, beaucoup de défaites, mais en même temps cela n'a pas permis, cela n'a pas laissé place quand même au découragement. Les joueurs se sont battus un peu plus pour chercher la victoire, de quoi permettre un peu plus à cette équipe là de pouvoir repartir un peu plus de cette compétition avec foi, comme quoi pour les prochaines fois plus que ce qu'elle a. Donc je pense que c'est forcément une très bonne nouvelle pour cette équipe là, quitte à ce que cette équipe là puisse quand même continuer sur cette lancée. Donc actuellement ne pas très vite, exactement, ne pas aller vite, comme le disait Prosper, on veut plus. Mais moi je pense qu'il faut travailler un peu plus actuellement sur le côté positif que de vouloir très vite aller loin. C'est vrai qu'on ira loin, c'est l'objectif d'ailleurs, le coach l'a déjà dit depuis le début de la compétition, mais il va falloir un peu plus performer, un peu plus je dirais travailler plus pour ce qui nous ont présenté, parce que faut le dire, c'est vrai qu'il y a des résultats mentis, que tout ce qu'ils ont présenté sans tâche, ce serait passé très vite à côté de la plaque. Donc je pense qu'il y a un travail
et vivement que ça continue comme ça. Il faut que je travaille. Et puis dans le lot, je ne vais pas stigmatiser les joueurs, mais il y en a qui font du handball depuis très longtemps. C'est ça. Ce qui suppose par que exemple Eric Arrossou et Charlie Sossou, voilà, le binational. Arrossou, il y a selon moi, on les a vus dans les championnats ici, dans leur club, ils ont fait pas mal de choses, ils ont grandi, et c'est pour cela que quand j'ai vu la sélection, je dis bon, même si on ne va pas rêver du trophée, on ne va pas rêver de titiller les grands parce qu'on vient d'un long sommeil, on va quand même montrer que on a 30 ans et ça n'a pas raté. Donc, il est important pour faire venir le sang neuf, la jeune n'ont rien foutu, pas du tout. Ce n'est pas que ceux qui sont là sont finis, il faut les jeter, non, pas du tout. Mais une sélection nationale, c'est tout un ensemble du renouvellement à chaque fois. Quelqu'un va le remplacer et ça continue. Donc on ne va pas oublier ce remplacement pour dire bon, ce qu'on a actuellement, ça va, c'est bon. On n'a plus besoin de 109, non. À la relève, ça fera beaucoup de bien au Bénin, aux prochaines participations d'une Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi pas. C'est ça. Clairement, ça soit faire le bien tirer des enseignements de cette expérience à Kigali, au Rwanda. 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior homme, au cours de laquelle le Bénin a signé son retour sur la scène africaine après 3 décennies d'absence. On va à présent nous intéresser à tout ce qui s'est passé ces dernières heures et c'est cette transition dans notre rubrique Fil Info. Allez, le week-end a été assez mouvementé sur les différents stades ce week-end du nord au sud avec beaucoup de rebondissements au niveau des différents championnats nationaux. Le leader a été battu du Septentrion contre un partage de points pendant ce temps. Le club champion en titre, vous allez le voir sur le tableau. En enfer, Dadja qui n'y arrive toujours pas. Dadja qui a perdu ce week-end lors de son déplacement à Pobet pour en découdre avec la formation de la jeunesse sportive de Pobet. Score nul d'un but partout entre Banigancé et les Buffles du Borgou. Le match qui a opposé Damissa à l'équipe donc de Asbou devant l'équipe d'Ayema Football Club. Pendant ce temps, les Dragons de Lemay se sont imposés par un score de 3-1 à leurs homologues de Cavalier de Niki. 3-0 donc pour la victoire de la jeunesse sportive de Pobet devant Dadja. Je l'ai évoqué un peu plus tôt. 1-0 pour la victoire de l'AS Cotonou à domicile. Le leader qui s'incline donc lors de son déplacement pour la FC d'Abomey et puis Aspac abattu par 2-0. L'AS Sobema reste maître, garde le lead au thème donc de cette 16e journée de la Ligue 1 béninois saison 2025-2026 avec un total de 34 points au compteur, un goal différentiel de plus 12, 32 points au compteur pour les Buffs du Borgou qui logent à la 2e place au classement. Pendant ce temps, Coton FC, vice-champion en titre du Bénin, garde la 3e place du classement. Au bas du tableau, Ayema est 16e avec 12 points en goal différentiel de moins 8. L'US Cavalier est avant-dernier au classement pendant ce temps. Dadja qui est abonné de longue date à la dernière place, qui maintient sa dernière place au classement avec 10 points au compteur en goal différentiel donc de moins 16. Prospère, plus rien ne va. Pas du tout, plus rien ne va. Et j'ai fait c'est que le club, quand on revient du titre de champion, à part Coton, qui a prouvé une constance, lorsque vous revenez avec le titre de champion, la suite, c'est parfois chaotique. Qu'on pouvait attendre comme chaos, il y a ces problèmes administratifs avec le club d'Aplaroué, Soneb et puis la présidente, je ne sais plus. On n'a pas recruté en conséquence. Ce n'est pas exactement ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il va falloir penser à d'un pays, vous êtes craint. Même à l'international, on dit c'est le champion. L'histoire retient que
vous avez fait un parcours jusqu'à aller au titre une fois. C'est un club mythique, entre parenthèses, mais ce n'est pas beaucoup. Vous prenez Marseille en France pour avoir remporté la Ligue des Champions ou, si vous voulez, la Coupe des clubs de la France. Aujourd'hui, ça se respecte. Donc, quand vous êtes champion, c'est à vie et ça se respecte. De l'entendement, on ne sait plus exactement où se trouve la responsabilité. À qui la faute? Moi, j'ai cherché à comprendre. Plus personne ne veut parler dans l'affaire, plus personne n'explique rien à qui que ce soit. Officielle. Et on est dans une sorte de glacier fermé. On ne comprend pas. À la SONEM, on ne parle pas. La du club, c'est la même chose. Les entraîneurs qui sont là actuellement, bouche bée, tout est compliqué. Les Béninois veulent même savoir ce qui se passe avec un club champion, un club qui a fait un parcours éclatant la saison dernière, un club qui a brillé et de très peu à la qualification au suivant d'une compétition africaine. Et qu'on soit dans la boue jusque-là, personne ne comprend. Et c'est là que moi je m'offusque contre la fermeture des vannes pour qu'on n'ait aucune information. Tout le monde peut trébucher chez tout le monde, mais qu'on explique. Tout le monde est fermé, personne ne comprend pas. Est dans une phase vraiment descendante. Le club risque même d'être relégué administrativement. Relégué en division inférieure et ça va être de l'inédit. Qui peine aussi à sortir la tête de l'eau, c'est aussi un club mythique du Bénin. En deuxième division, le même score que Dadier, le club champion en titre, a perdu ce week-end 3-0 pour la défaite des Requins de l'Atlantique lors de leur déplacement sur le terrain d'Abeille Football Club. L'équipe de Requins qui, avec cette défaite, reste donc au bas du classement avec une le classement des Requins de l'Atlantique qui donc sont 17e au classement sur 18 équipes après donc la 14e béninoise avec seulement 9 de moins 11 autres requins. On a vu ce week-end le nul entre AS Elite Sport Énergie FC de Dogbo. Real Sport de Parakou s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe d'Aziza FC. Parcours Pontet et puis entre Sitatunga, l'équipe de l'AS Police. Diefa s'est imposé par un score de 2 Béquet pour remonter. L'équipe de la jeunesse athlétique de Kétou est venue à bout de cette dynamique FC de Djougoulé par 2-1. L'équipe d'avant Omnisport. Au thème donc de la 14e journée de la Ligue 2 béninoise, Béquet FC garde le lead au classement avec 28 points. DFA monte à la deuxième place au classement avec 25 points au compteur. Un goal différentiel de plus 7 pendant ce temps. Sitatunga place au classement. La lanterne rouge est gardée par Dynamique FC. 4 points au compteur après 14 différents matchs disputés. On va parler des dames maintenant. On a assisté ce week-end à la 5e journée en retard de la première division féminine. Le week-end, 4 matchs sur 5 ont été joués. Ainovi a partagé les points après un score nul d'un but partout avec l'équipe de Nadia Football Academy. Dynamique FC d'abord un Calavi poursuit avec sa série d'invincibilité depuis le début. 1-0 lors de son déplacement au stade Omnisport de Ouida ce week-end pour en découdre avec Espoir FC de Cotonou. Victoire 2-1 pour ses fausses. Et puis à Saba a battu par 1-0 l'équipe de Tambour FC lors de son déplacement à Franco. On va rester avec les dames pour évoquer la préparation de la sélection féminine junior du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Vous allez le voir sur les images. Après environ 2 semaines de préparation à Cotonou, la bande à Abdoulaye Ouzerou a rejoint le Maroc pour une période d'acclimatation avec l'équipe féminine de l'Égypte ayant donc rejoint Casablanca. Depuis quelques jours, le week-end écoulé, précisément l'équipe béninoise enchaîne avec les séances d'entraînement en terre marocaine marquées tactique. Tout se met en place sous la houlette du duo technique
en vue donc de mieux profiter au cours d'un dernier stage offert par le ministère des Sports pour permettre aux Amazones U20 de bien se préparer pour le défi face à leurs homologues de l'Égypte qui pointent à l'horizon. On va rappeler très rapidement les joueuses convoquées. Abdoulaye Ouzerou pour cette étape qualificative. 24 au total, dont 5 nouvelles qui honorent leur première sélection. Fidel Toudonou qui revient dans le groupe. Pendant ce temps, Ebidio Gracias, elle est forfait. Faute donc de Larissa Seyou et Ziadat Ogoudare. Pendant ce temps, en défense, Laura Bikou, Maoussi Umpevi, Naila Tsadikou, Mistourat, il faut le dire, Seydou, Estelle Vidinkwede, Jocelyn Tetri et Amdiat Alassane sont convoqués. En milieu de terrain, on a Joël Padono, Emion Lokosu, Priska Hunkor et bien entendu, Okiat Yovo, Yasmina Dibril, Fidel Toudonou et elles sont au total 5. Rakibatou Sabimane, Germaine Renfort, Ibatoulaye, Abdoulaye Bernis Tété et Ismat Mama Akuta. La sélection féminine junior s'apprête ainsi à entrer en double d'Égypte les 6 et 13 février 2026 après avoir la Guinée au tour précédent. Romain Gandonou et Serko. Prochain challenge. On va écouter ici le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou sur la préparation de l'équipe pour l'échéance en vue. Avant de commencer ici à Kouonou, il faut noter qu'on était à Misrété aussi. Donc on ne l'a peut-être pas fait savoir, mais aujourd'hui je pense que tout le monde peut le savoir parce qu'on a travaillé à Misrété. On a vu beaucoup d'autres filles parce qu'il fallait quand même apporter un peu de sang neuf à cet effectif-là. Donc juste dire que voilà, le vrai travail, on ne peut pas dire qu'il a commencé lundi. Mais on a la chance quand même déjà cette fois-ci d'avoir un championnat qui est en cours. Le premier constat est qu'au niveau du rythme, il n'y avait rien à dire. On a la chance de 2 mois environ en championnat. Maintenant, techniquement, il y a toujours des choses à améliorer, vous savez, parce que sans rentrer dans les détails, je pense qu'on sur des filles qui jouent déjà depuis peut-être 7-8 ans, il y a certains défauts qu'elles ne devraient pas avoir encore aujourd'hui. Malheureusement, ce sont des choses qu'on a du mal à effacer. Donc nous, à notre niveau, sur les stages 10 jours qu'on a, voilà, on essaie de faire le maximum quand même pour améliorer, en espérant qu'en match, ça puisse bien se passer. Voilà, les séances s'intensifient pour permettre aux Amazones U20 d'aller sonner à la porte de l'exploit face à leurs homologues de l'Égypte qui, elles, comptent déjà 6 participations à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Alors, quelle connaissance le staff technique a de l'adversaire des Amazones du Bénin, outre ces 6 participations à une phase finale de CAN des moins de 20 ans? On écoute ici le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou. Par rapport à l'adversaire, on a quand même la chance maintenant d'avoir des matchs, parce qu'il y a quelques années, c'était quand même difficile d'avoir. Au niveau du foot féminin en Afrique, il n'y avait pas tant de pays qui s'engageaient que ça. Déjà les compétitions régionales. Par rapport à ça, on a vu l'adversaire sur l'UNAF qui se joue en Afrique du Nord. Se joué seulement en décembre et on a pu voir quand même l'adversaire avant ça. On a vu aussi l'adversaire contre la Guinée équatoriale lors du deuxième tour avec une défaite à Malabo 1-0 et une victoire au Caire 3-0. Donc on ne va pas dire ici ce qu'on pense de l'adversaire, mais une chose est sûre, on y travaille et nous serons le jour J. Il est aussi important de notifier que tout comme la sélection junior féminine du Bénin, celle de l'Égypte court première partie la catégorie. Rendez-vous donc les 6 et 13 février prochains. Aller et retour de cette double confrontation comme temps pour le 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la prochaine messe mondiale de football des moins de quelques jours au royaume chérifien. Il faut dire que Romain Gandonou et ses coéquipiers vont rejoindre le Caire mercredi prochain pour la manche aller de cette double confrontation comme
éliminatoires prévues pour le 6 février prochain. À présent, le jury disciplinaire, il faut le dire, de la Confédération africaine de football a rendu en fin de semaine écoulée ses décisions en ce qui concerne les incidents d'Afrique des Nations Maroc 2025. Des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football, à la Fédération royale marocaine de football, ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels pour violation avérée au code disciplinaire de la CAF. Comme vous le voyez sur le tableau, Pape Thio, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, écope d'une suspension de 5 matchs officiels uniquement de la CAF pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et d'atteinte à l'image du football et une amende de $100,000, suspension de 2 matchs officiels de la CAF pour Iliman Ndiaye et Ismaël Assar, tous deux joueurs du Sénégal pour comportement antisportif envers l'arbitre. Nous avons également une amende de $300,000 de football pour comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football et une amende supplémentaire de $300,000 pour comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation de ses principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. Et bien du côté de la Fédération royale marocaine, décidé de suspendre Achraf Hakimi pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec anti-sportif pour Ismail Saibiri aussi, qui de son côté obtient 3 matchs de suspension et une amende de $100,000. C'était lui le gardien, pour ceux qui ne savent pas, du gardien des serviettes et des doigts Mendy. Une amende de $200,000 à la fédération de football pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade et $100,000 pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone des amens de la VAR et entravé le travail de l'arbitre Jean-Jacques Ndala. Par ailleurs, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération royale marocaine de football. Chers messieurs, donc les événements du 18 janvier. Bon, les règles sont les règles. Je pense, ma foi, qu'on n'a rien inventé dans la situation. Ouais. Si les choses ne se passent pas bien, c'est que les sanctions doivent tomber pour ne pas laisser la porte ouverte à de la pagaille par la suite. Si vous n'avez pas sanctionné aujourd'hui, parce que bon, c'est le Maroc ou bien parce que c'est le Sénégal, les 2 sélections les plus en vue du continent, demain, quand ça sera une sélection du bas du tableau, une petite sélection et que vous allez sanctionner, on va vous dire que vous partagez mal le pain, que vous traitez les grands comme des grands et les petits comme des petits éternels. Donc c'est mieux de faire les choses dans les règles de l'art pour que demain, quand on va sanctionner plus petit, ensemble on va reconnaître que oui, c'est mérité parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y aura une Ce qui s'est passé à la finale, c'est vrai, il y avait de l'émotion. Il y avait de l'envie, il y avait la détermination de garder le trophée, de gagner pour son pays. C'est une finale. Beaucoup savent qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ouais. C'est vrai que l'adrénaline va monter à tous les niveaux. Ce qui était déjà monté bien même avant la finale. Voilà, avec mais beaucoup de situations pour des joueurs professionnels, ouais. Pour ce niveau de la compétition, pour la qualité des joueurs qui jouaient cette finale et pour la qualité des pays qui jouaient cette finale, on ne devait pas en arriver là. Il y avait pour moi une façon amateur dans le jeu. Il y avait un oubli de soi dans la situation. Je ne peux pas imaginer qu'un joueur comme Achraf Hakimi s'intéresse aux serviettes. C'était inimaginable dans ma tête. C'est quand même un joueur de très haut niveau qui a joué dans des clubs, entre parenthèses... Mais après, c'est un humain. Oui, d'accord, mais jusqu'où il est allé dans sa carrière, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. J'imagine un Achraf Hakimi qui gifle un stadier. Vous ne pouvez pas comprendre ça, par exemple. Le degré de professionnalisme du joueur devait l'amener à ne pas faire certaines choses. Regardez Sadio Mané dans ce qui s'est passé. Mais ça, c'est le pro. Vous ne devez pas accepter que l'ambiance de la finale vous emporte jusqu'à ce point. Achraf Hakimi, il a joué en Europe. Les gardiens dans les grands championnats arrivent au stade avec des serviettes. Et ça ne se passe pas de cette façon. Des suspicions illogiques de cette nature. Donc, les joueurs, je suis sûr qu'on a revu les vidéos, on a vu la part de chacun dans la brouille et qu'ils sont sanctionnés en conséquence.
l'entraîneur qui demandait à ses joueurs de se retirer du terrain, c'est inacceptable. Dans un match de haut niveau, dans une finale que tout le monde entier regarde pratiquement, c'est l'image de l'Afrique qui était écornée de cette façon. Donc, pour moi, les sanctions ne sont pas de trop. C'est logique pour amener les uns et les autres à se ranger et pour amener à l'avenir ceux qui voudraient se comporter comme ça à ne pas le faire parce que la suite, parfois, c'est insupportable. C'est des millions de francs CFA, hein, puisque nous sommes dans la zone de francs CFA. Vous imaginez, on dit 300 000 $. Ça fait pratiquement... On a comme l'impression que la CAF a profité et veut se mettre plein les Oui, mais si vous donnez l'occasion, au chien de vous voler, le chien va vous voler. Vous ne pouvez pas permettre au chien de dormir avec les viandes que vous avez frites. Non, vous donnez l'occasion au voleur de vous voler parce que vous dormez votre porte ouverte. Donc, les sélections ont donné la chance à la CAF d'en avoir un peu plus dans sa caisse. Les montants que j'ai vus, c'est beaucoup pour la CAF. Ça peut suffire pour organiser une prochaine compétition dans les règles de l'art, avec les récompenses et tout ce qui vont avec. Oui. Donc, ne donnons pas l'occasion aux instances de taper jusqu'à ce point. C'est pas dur pour moi. C'est une façon de dire, on est grand, on doit se comporter comme des grands. Alors, sanction logique pour Prosper. Kevin, beaucoup de sanctions, beaucoup de choses sont tombées, beaucoup de choses se sont produites le 18 janvier dernier à l'occasion de cette finale. Les sanctions sont tombées. Sanction logique est-ce qu'il n'y a pas quelque part où la CAF aurait justement un peu exagéré? Non, je pense que pour une première, ma foi, et ça reste mon avis, pour une première, la CAF a été lucide. La CAF est restée très lucide en donnant, comme on a l'habitude de dire, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vrai que quand on va un peu plus s'attarder sur les questions de patriotisme, sur les questions de fanatisme, sur les questions de l'émotion, il n'y a que dans le débat, forcément, d'autres personnes qui pensent que le Maroc ne devrait pas forcément être coupé de ces sanctions-là. En même temps, les Sénégalais qui pensent également que c'est déjà trop dur à leur endroit. Mais quand on regarde un peu plus dans la globalité, tout ce qui s'est passé, moi, je pense que la CAF est restée lucide. Au-delà de tout, moi, je pense que c'est le football. Et ce qui s'est passé lors de cette finale, c'est plus que le football en réalité. Parce que tout le monde est sorti de ces gants. Quand Prosper parlait tout à l'heure de Achraf Hakimi, bien qu'étant professionnel, l'humain a fait parler, voilà, son cœur, voilà, pour son pays, qui était le gardien également. Sadio Mané qui également a fait parler un peu plus à ses responsabilités et même qui, avant d'agir également, a eu quand même cette lucidité de poser la question, par exemple, à Claude Leroy pour savoir un peu plus ce qui allait se passer ou non. Le coach qui allait très vite en besogne, parce qu'il, d'une manière ou d'une autre, je pense que en même temps, tout ça, c'était quand même la finale. C'est vrai, l'image que ça renvoie n'était pas forcément une bonne image pour un peu plus le football africain. Mais après, comme on a l'habitude de dire, le sport roi qui déchaîne un peu plus les passions. Personne ou bien les gens ne sont pas forcément arrivés un peu plus à se contrôler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, chacun en a eu pour son compte et désormais, prochainement, chacun essaiera quand même de mettre un peu plus de l'eau dans son vin. C'est vrai que le football, c'est un sport qui attise de la passion, mais en même temps, quoi qu'il advienne et face à différentes situations, on doit rester lucide pour quand même essayer quand même de ne pas aller vite en besoin et de pouvoir toujours essayer de donner une très bonne image de ce football-là africain au plan international. Parlant de l'image de ce football-là, la principale interrogation qui tourne autour de ce sujet ce soir reste l'intégrité de la compétition. Est-ce qu'avec ces différentes sanctions, on peut dire que cette intégrité, elle est rétablie? Ma foi, oui, parce que une institution, c'est égal à des tests, des règlements en quelque sorte. Il ne faut pas respecter ça parce que c'est Kofi et ne pas respecter parce que c'est comme là. Moi, je m'y attendais. J'avais peur que, mais c'est quand même le Maroc, l'une des plus grandes nations du continent. Est-ce qu'on va pouvoir vraiment taper sur les doigts de cette fédération avec tout ce que le Maroc a pu faire dans l'organisation de la compétition? C'est une première qu'on joue une Coupe d'Afrique des Nations avec 9 stades et pas des stades de seconde zone, des stades vraiment éclatants. Donc ça veut dire que le Maroc a fait des efforts. Je me disais, mais pour un pays qui a fait autant d'efforts, est-ce que les gens ne vont pas dire, mais quand même, avec tout ce qu'ils ont fait, on va voir dedans. Mais en même temps, je dis, si vous avez l'habitude de voir dedans, et que demain, ça tombe sur la tête de quelqu'un que vous ne voyez pas dedans, vous touchez à l'intégrité de la CAF. Les gens vont commencer à dire, mais c'est une caisse. Ça devient une confédération de voix dedans. C'est une caisse qui sonne bien pour les grandes nations et qui ronronne pour les petites nations. Malheureusement ou heureusement, les choses se sont passées dans les règles de l'art. Ce serait un pays comme l'Afrique du Sud
qu'on ferait les choses dans le Nigeria, que ça va se passer de la même manière, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. C'est pour dire, au-delà du jeu, il y a un enjeu, l'image de notre continent. Au-delà du football, le trophée que nous allons gagner, l'argent et tout, il y a notre continent et il y a l'institution qu'il faut respecter. C'est le fétiche, la CAF. Tout le monde doit respecter ce fétiche-là. Tout le monde doit plier au règlement. Tout le monde doit respecter les règles du jeu. Le football, ça se passe sur le rectangle vert. L'arbitre, c'est le maître du terrain. C'est ce qui dit qu'il se passe. Même si vous avez l'impression que l'arbitre est contre vous, ben vous devez accepter. Et puis vous faites avec. Si vous perdez, avec le sens du fair play qu'on recommande aux joueurs et aux délégations de toutes les façons, vous devez faire preuve de cela. Et vous respectez, rentrez la tête haute. Nous avons perdu, mais nous avons tout donné. Nous avons été jusqu'au bout. C'est comme par exemple une petite nation comme le Bénin. Je dis petite parce qu'on n'est pas encore dans le top 10 africain. Je me permets de dire ça. Mais on est sorti la tête haute. La délégation du Bénin s'est très bien comportée. Je sors un peu de votre parenthèse. La délégation s'est bien comportée. On a pas mal parlé du Bénin. On n'a pas dit les supporters béninois sont mal comportés dans les villes. Ils ont sali les hôtels. Ils ont fait ça. C'est ça qu'on appelle aller à une compétition et sortir la tête haute. Ce n'est pas forcément le trophée. Donc, ça va apprendre aux sélections à aller dans une compétition et sortir la tête haute. Ce que le Sénégal et le Maroc ont fait, ils ont touché à l'intégrité de la CAF. Il ne faut pas se taire sur ça. Il faut aller au bout pour que ça n'arrive plus jamais. Une finale, vous êtes joueur, vous faites votre travail, l'arbitre fait son travail, le match finit et chacun tire son épingle du jeu, que vous perdiez ou que vous gagnez. Donc, les sanctions sont logiques et je pense que la CAF s'est faite respecter. La CAF s'est donné maintenant une rigueur dans la gestion de ces compétitions et c'est ce que nous demandons depuis très longtemps. Kevin, l'image de cette grande fête du football continental qui est... Oui, mais après, moi, je pense que la CAF aussi a également une pression naturellement pour pouvoir quand même essayer de... Parce que si la CAF sortait une décision qui était contraire à ce que nous attendions un peu plus tous, ça allait ramener un peu plus, ça allait raviver un peu plus la colère et ça pourrait quand même dégénérer d'autres sanctions qui seront forcément hors du terrain, de par les déclarations, de par les avis et tout. Moi, je pense que c'est une manière pour la CAF de se racheter parce que quand on va aller un peu plus en arrière durant toute la compétition, c'est vrai qu'il y a des ratés. Est-ce que ces ratés-là sont d'emblée liés au Maroc, liés au Sénégal, liés au Bénin, liés je sais pas, à toutes les équipes. Mais je pense que la CAF également a beaucoup de cadavres dans son placard et après, il va falloir aussi, à partir de cette décision qui, aujourd'hui, on trouve un peu plus salutaire, dont on est en train de juger ici, de la transparence, que cette décision soit quand même un nouveau départ pour la CAF, pour qu'elle aussi ne puisse quand même plus encore tomber dans tout. Nous sommes en pleine compétition, nous annoncons par exemple que la CAN passe de 2 ans à 4 ans. Ça, et si je dois rentrer dans les détails, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc je pense que aujourd'hui, c'est vrai, la CAF a sifflé la fin de la récréation. Je le dis, je le répète, pour une fois, la CAF, moi, m'a convaincu. Mais après, forcément, il va falloir rester sur cette bonne lancée pour pouvoir réunir tous les pays africains autour de ce sport qu'est le football. Allez, merci à vous, monsieur, d'être venu par ici partager avec nous vos différents regards sur ces différentes sanctions. On va écouter d'autres voix. Celles-là se sont aussi prononcées sur ces différentes sanctions de la Confédération africaine de football. D'habitude, ils sont devant leur poste de téléviseur pour nous suivre, mais ils ont désormais décidé de participer à cette émission. Moi, c'est Akanin Didier Koupolo depuis juin. Par rapport aux sanctions infligées aux deux nations, moi, je vois que la CAFA est restée juste et égale à elle-même. Et puisque, pour ne pas trop faire truc là, qu'est-ce que je vais dire? Ces sanctions, à la limite, moi, je vois que c'est des sanctions épouvantables. C'est toujours pour calmer les ardeurs. Sinon, si on doit que lorsqu'on joue les éliminatoires et puis des choses comme ça se passent, on sait les sanctions qu'on inflige. Maintenant, par rapport au montant, ils ont tout fait pour donner les mêmes montants à payer par les deux nations. On voit que c'est pour ne pas encore créer trop de tension. Maintenant, par rapport à la sanction infligée au coach du Sénégal, moi, je vois que c'est déjà trop. C'est trop. Ces matchs, et plus encore une amende de combien 100 millions, non bien combien Combien 100 millions, non bien combien Pour moi, c'est trop. Oui, moi, c'est Delphine Gangana. Pour ce qui concerne les sanctions, on peut dire que la CAF a fait l'effort d'être équitable parce que
sur le plan monétaire ou financier, on a vu que c'est pratiquement égalité dans les sanctions. Parce que tout le monde avait vu ce qui s'était passé. Et donc, on ne peut pas condamner totalement quelqu'un et disculper l'autre. Donc, je pense que ce qui a été fait, oui, on peut s'offusquer de certaines choses, mais au finish, on va se dire, bon, la CAF a fait l'effort d'être équitable. Sinon, pour d'aucuns, ce serait beaucoup plus fort du côté soit du Maroc ou beaucoup plus fort du côté du Sénégal. Mais au regard des preuves, la CAF a compris qu'il faut être équitable, histoire de ne pas casser le terme. Je pense que c'est bien. Mais la seule chose à déplorer, c'est ces agitations, c'est ces comportements de voler de serviettes, ces comportements de mettre de laser dans le visage des gens, c'est ces comportements de vouloir corrompre ou truquer ou ces genres d'injustices qu'il faut bannir du football, histoire de donner aux fans la possibilité de bien vivre, de jouir du plaisir que nous ressentons quand il s'agit du foot. Vous l'aurez compris, on passe désormais à une autre rubrique. En exclusivité ce soir, on reçoit pour vous Lodé Nathan. Il est expert français en bodybuilding dépêché au Bénin pour une session de formation organisée par la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Nathan, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va super bien. Allez, parlez-nous de cette formation professionnelle qui fait objet de votre présence ici au Bénin. Alors nous, avec la Fédération béninoise de bodybuilding et de fitness, nous comptons mettre en place une formation donc professionnelle qui va permettre en fait de viser à sécuriser la population, parce que nous avons remarqué qu'au Bénin on a pas mal de professionnels ou bien qui nécessitent un peu plus de formation. Donc voilà, on intervient plus pour pouvoir former donc nos futurs coachs pour qu'ils puissent avoir l'occasion d'avoir un regard exclusif sur le fait de comment former, d'accompagner avant tout de former, accompagner les individus à pouvoir atteindre leur objectif ou bien de santé être meilleur, quoi. C'est ça, sur justement l'affiche que la réalisation va nous aider à afficher à l'écran, il est annoncé que cette formation doit démarrer le 1er février 2025. Donc si on s'en tient à cela, la formation a démarré hier dimanche, pour ce qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que vous avez démarré la formation, je suppose? Pas encore. En fait, ce que vous voyez sur l'affiche, c'est que c'était les dates de présélection. D'accord, les dates de présélection. Exactement. Comment ça s'est passé la présélection des Alors pour l'instant, nous avons réuni pas mal de membres qui ont été donc sensibilisés par notre appel. Et qui suivent donc le même chemin de ce qu'on veut préparer. Donc si vous voulez, la présélection démarrera samedi. Donc nous faisons une présélection qui consiste à faire des tests en fait, si vous voulez. Donc ce sont des tests qui vont viser à avoir des attraits physiques, mais pas que. On va pouvoir voir le placement, l'exécution et voir aussi la détermination de nos candidats. Donc ce sera à partir du 7 avril à 10h. D'accord. Ok. Ça va se dérouler durant toute la journée. Avant d'aller vers le contenu, dites-nous quelle est la cible de cette session de formation principalement. D'accord, alors. Donc du coup, nous allons viser des personnes qui sont intéressées par le sport et qui veulent transmettre aussi leurs connaissances, accompagner aussi les gens, les sécuriser comme je disais juste avant. Donc à partir du 7 février, donc voilà, dès 10h du matin au centre même de la fédération, qui organise la formation. Au siège de la fédération. Au siège de la fédération, oui, exactement. Donc on va pouvoir commencer à lancer les présélections. Donc qu'allez-vous concrètement apporter à ces différents participants qui seront justement sélectionnés au final pour participer à cette session? Quel est le contenu de cette session de formation professionnelle en musculation? Alors déjà, il faut savoir que cette session va comporter 160 heures qui va être partagée en 2 dividendes. Une qui sera sur la partie pratique et une autre sur la partie théorique. Donc bien évidemment, il est bien d'allier les deux, parce que si vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez en théorie, ce sera très difficile de le retenir. Donc du coup, nous, c'est ce qu'on va viser à faire déjà d'une, et pouvoir leur apporter un peu plus d'encadrement aussi pour qu'ils puissent, pourquoi pas, former des futurs footballeurs ou d'autres aussi préparateurs physiques, et faire évoluer le sport au sein même du Bénin.
Des gens comme moi aussi peuvent participer à Mais cette totalement, bien sûr. Justement, avec mes indiscrétions, hein, j'ai lu justement sur cette affiche que la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness en initiant cette formation en collaboration avec vous, qui êtes justement l'expert français dépêché ici au Bénin. La Fédération veut aussi structurer les compétences et élever le niveau de bodybuilding et fitness au Bénin. Peut-on affirmer sans risque de se tromper que cet objectif pourrait être atteint? Complètement, bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit. On est entouré de professionnels et nous avons des gens qui sont très motivés, donc oui, bien sûr. C'est ce que nous croyons, oui, totalement. Avez-vous d'objectifs particuliers? Bien sûr, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est nous, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, on les voit qui marchent et ils ont tendance à faire cette erreur et à dire, nous faisons du sport, c'est une activité physique. Et nous, on veut bien apporter et former des professionnels de façon à pouvoir séparer l'attrait de l'activité physique et de l'activité sportive. Donc bien évidemment, ça va être par exemple aussi un objectif santé. Parfois vous avez des personnes qui ont des douleurs, qui se font mal et souvent on va leur dire non voilà, il faudrait peut-être commencer à arrêter. C'est surtout pas là qu'il faut arrêter. Donc si on encadre de façon meilleure nos professionnels, ils pourront avoir la méthode, la technique du coup pour pouvoir mieux prendre en charge tout type de personnes avec tout type d'objectifs, que ce sont des seniors, des adolescents aussi, souvent. Moi, j'aurais aimé qu'on m'apporte certaines choses que je n'ai pas pu avoir dans l'avenir. Donc voilà, ce sera un peu tout ça qui sera regroupé. Qu'est-ce qui va alors différencier ces participants, ceux-là qui viendront participer à cette formation, de ceux-là qui ne seront pas de la partie? Alors déjà, moi, il faut savoir que j'ai 12 ans déjà dans le domaine paramédical. Ah ouais. Donc oui. Et en plus de ça, donc, j'ai fait l'alliage entre le sport et le bien-être. Donc ce que ça va leur apporter, c'est déjà sur un plan international, donc voir sur les dires de ce qu'on fait nous en occidentaux ou autres, okay. Et la différence va être d'autant plus majeure parce que ce sont des méthodes d'entraînement, ça va être encore plus poussé sur tout ce qui est sur la biomécanique, donc comprendre le corps humain aussi, et l'aspect marketing et projet professionnel. Nathan Lodé, un mot pour boucler cet entretien. Un mot. Eh bien, prenez soin de vous, nous on est là, venez à la formation, ça commence dès le 7 avril. En tout cas, le 7 février, pardon. En tout cas, moi, je prendrai soin de moi. Prenez soin de vous également, justement. Hein. Et c'est ici qu'on va se quitter ce soir et se donner rendez-vous pour très bientôt pour partager l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, retrouver toute l'équipe lundi prochain à la même heure. Augustin Villecamp, Francis Corcoumessan, Jules Ethio, Firmin Danon et Clément Bouillon-Pouet sont restés dans l'ombre, il faut le dire. Hein. Et justement, on va se dire à très bientôt, sans oublier que Prosper Vondia encore et Kevin Biondassi va m'accompagner sur ce plateau. À très bientôt.